Sodome et Gomorrhe. Première partie. La femme aura Gomorrhe et l'homme aura Sodome. Alfred de Vigny. On sait que bien avant d'aller ce jour-là, le jour où avait eu lieu la soirée de la princesse de Guermantes, rendre au duc et à la duchesse la visite que je viens de raconter, j'avais épié leur retour et fait, pendant la durée de mon guet, une découverte concernant particulièrement M. de Charlus, mais si importante en elle-même que j'ai jusqu'ici, jusqu'au moment de pouvoir lui donner la place et l'étendue voulue, différé de la rapporter. J'avais, comme je l'ai dit, délaissé le point de vue merveilleux, si confortablement aménagé au haut de la maison, d'où l'on embrasse les pentes accidentées, par où l'on monte jusqu'à l'hôtel de Bréquigny, et qui sont gaiement décorés à l'italienne par le rose campanile de la remise, appartenant au marquis de Frécourt. J'avais trouvé plus pratique, quand j'avais pensé que le duc et la duchesse étaient sur le point de revenir, de me poser sur l'escalier. Je regrettais un peu mon séjour d'altitude. Mais à cette heure-là, qui était celle d'après le déjeuner, j'avais moins à regretter car je n'aurais pas vu, comme le matin, les minuscules personnages de tableau que devenaient à distance les valets de pied de l'hôtel de Bréquigny et de Trême, faire la lente ascension de la côte abrupte, un plumeau à la main, entre les larges feuilles de mica transparentes qui se détachaient si plaisamment sur les contreforts rouges. À défaut de la contemplation du géologue, j'avais du moins celle du botaniste, et regardais par les volets de l'escalier le petit arbuste de la duchesse et la plante précieuse exposée dans la cour, avec cette insistance qu'on met à faire sortir les jeunes gens à marier. Et je me demandais si l'insecte improbable viendrait, par un hasard providentiel, visiter le pistil, offert et délaissé. La curiosité m'enhardissant peu à peu, je descendis jusqu'à la fenêtre du rez-de-chaussée, ouverte elle aussi, et dont les volets n'étaient qu'à moitié clos. J'entendais distinctement se préparant à partir Jupien, qui ne pouvait me découvrir derrière mon store, où je restais immobile, jusqu'au moment où je me rejetais brusquement de côté, par peur d'être vue de M. de Charlus, lequel, allant chez Madame de Villeparisis, traversait lentement la cour, bedonnant, vieilli par le plein jour, grisonnant. Il avait fallu une indisposition de Madame de Villeparisis, conséquence de la maladie du marquis de Fierbois, avec lequel il était personnellement brouillé à mort, pour que M. de Charlus fît une visite, peut-être la première fois de son existence, à cette heure-là. Car avec cette singularité des Guermantes, qui, au lieu de se conformer à la vie mondaine, la modifiait d'après leurs habitudes personnelles, non mondaine, croyait-il, et digne par conséquent qu'on humiliât devant elle cette chose sans valeur, la mondanité, c'est ainsi que Madame de Marsantes n'avait pas de jour, mais recevait tous les matins ses amis de 10h à midi. Le baron, gardant ce temps pour la lecture, la recherche des vieux bibelots, etc., ne faisait jamais une visite qu'entre 4 et 6 heures du soir. À 6 heures, il allait au Jockey ou se promenait au bois. Ou se promener au bois. Au bout d'un instant, je fis un nouveau mouvement de recul pour ne pas être vue par Jupien. C'était bientôt son heure de partir au bureau, d'où il ne revenait que pour le dîner. Et même pas toujours, depuis une semaine que sa nièce était allée avec ses apprentis à la campagne chez une cliente finir une robe. Puis, me rendant compte que personne ne pouvait me voir, je résolus de ne plus me déranger, de peur de manquer, si le miracle devait se produire, l'arrivée presque impossible à espérer, à travers tant d'obstacles, de distances, de risques contraires, de dangers, de l'insecte envoyé de si loin en ambassadeur à la Vierge, qui depuis longtemps prolongeait son attente. Je savais que cette attente n'était pas plus passive que chez la fleur mâle, dont les étamines s'étaient spontanément tournées pour que l'insecte plus facilement pût la recevoir. De même, la fleur femme qui était ici, si l'insecte venait, arquerait coquettement ses styles, et pour être mieux pénétrée par lui, ferait imperceptiblement, comme une jouvencelle hypocrite mais ardente, la moitié du chemin. Les lois du monde végétal sont gouvernées elles-mêmes par les lois de plus en plus hautes. Si la visite d'un insecte, c'est-à-dire l'apport de la semence d'une autre fleur, est habituellement nécessaire pour féconder une fleur, c'est que l'autofécondation, la fécondation de la fleur par elle-même,
comme les mariages répétés dans une même famille amèneraient la dégénérescence et la stérilité, tandis que le croisement opéré par les insectes donne aux générations suivantes de la même espèce une vigueur inconnue de leurs aînés. Cependant, cet essor peut être excessif. L'espèce se développait démesurément. Alors, comme une antitoxine défend contre la maladie, comme le corps thyroïde règle notre embonpoint, comme la défaite vient punir l'orgueil, la fatigue le plaisir, et comme le sommeil repose à son tour de la fatigue, ainsi, un acte exceptionnel d'autofécondation vient à point nommé donner son tour de vis, son coup de frein, faire entrer dans la norme la fleur qui en était exagérément sortie. Mes réflexions avaient suivi une pente que je décrirai plus tard et j'avais déjà tiré de la ruse apparente des fleurs une conséquence sur toute une partie inconsciente de l'œuvre littéraire. Quand je vis M. de Charlus qui ressortait de chez la marquise. Il ne s'était pas passé que quelques minutes depuis son entrée. Peut-être avait-il appris de sa vieille parente elle-même, ou seulement par un domestique, le grand mieux, ou plutôt la guérison complète de ce qui n'avait été chez Madame de Villeparisis qu'un malaise. À ce moment, il ne se croyait regardé par personne, les paupières baissées contre le soleil. Monsieur de Charlus avait relâché dans son visage cette tension, amorti cette vitalité factice qu'entretenait chez lui l'animation de la causerie, la force de la volonté. Pâle comme un marbre, il avait le nez fort. Ses traits fins ne recevaient plus d'un regard volontaire une signification différente qui altéra la beauté de leur modelé. Plus rien qu'un guermantes. Il semblait déjà sculpté, lui, Palamède 15, dans la chapelle de Combray. Mais ces traits généraux de toute une famille prenaient pourtant dans le visage de M. de Charlus une finesse plus spiritualisée, plus douce surtout. Je regrettais pour lui qu'il adultérât habituellement de tant de violence, d'étrangeté déplaisante, de potinage, de dureté, de susceptibilité et d'arrogance, qu'il cachât sous une brutalité postiche l'aménité, la bonté qu'au moment où il sortait de chez Madame de Villeparisis, je voyais s'étaler si naïvement sur son visage. Clignotant des yeux contre le soleil, il semblait presque sourire. Je trouvais à sa figure, vue ainsi au repos et comme au naturel, quelque chose de si affectueux, de si désarmé, que je ne pus m'empêcher de penser combien M. de Charlus eût été fâché s'il avait pu se savoir regarder. Car ce à quoi me faisait penser cet homme, qui était si épris, qui se piquait si fort de virilité, à qui tout le monde semblait odieusement efféminé, ce à quoi il me faisait penser tout d'un coup, tant il en avait passagèrement les traits, l'expression, le sourire, c'était à une femme. J'allais me déranger de nouveau pour qu'il ne pût m'apercevoir. Je n'en eus ni le temps ni le besoin. Que vis-je? Face à face dans cette cour où ils ne s'étaient certainement jamais rencontrés, M. de Charlus ne venait à l'hôtel Guermantes que dans l'après-midi, aux heures où Jupien était à son bureau. Le baron, ayant soudain largement ouvert ses yeux mi-clos, regardait avec une attention extraordinaire l'ancien giletier sur le seuil de sa boutique, cependant que celui-ci, cloué subitement sur place devant M. de Charlus, enraciné comme une plante, contemplait d'un air émerveillé l'embonpoint du baron vieillissant. Mais chose plus étonnante encore, l'attitude de M. de Charlus ayant changé, celle de Jupien se mit aussitôt, comme selon les lois d'un art secret, en harmonie avec elle. Le baron, qui cherchait maintenant à dissimuler l'impression qu'il avait ressentie, mais qui, malgré son indifférence affectée, semblait ne s'éloigner qu'à regret, allait, venait, regardait dans le vague de la façon qu'il pensait mettre le plus en valeur la beauté de ses prunelles, prenait un air fade, négligent, ridicule. Or Jupien, perdant aussitôt l'air humble et bon que je lui avais souvent connu, avait en symétrie parfaite avec le baron redressé la tête,
donnait à sa taille un port avantageux, posait avec une impertinence grotesque son poing sur la hanche, faisait saillir son derrière, prenait des poses avec la coquetterie qu'aurait pu avoir l'orchidée pour le bourdon providentiellement survenu. Je ne savais pas qu'il pût avoir l'air si antipathique. Mais j'ignorais aussi qu'il fût capable de tenir à l'improviste sa partie dans cette sorte de scène des deux muets, qui, bien qu'il ne se trouvât pour la première fois en présence de M. Charlus, semblait avoir été longuement répétée. On arrive spontanément à cette perfection que quand on rencontre à l'étranger un compatriote, avec lequel alors l'entente se fait elle-même, le truchement étant identique, et sans qu'on se soit pourtant jamais vu. Cette scène, du reste, n'était pas positivement comique. Elle était empreinte d'une étrangeté, ou si l'on veut, d'un naturel dont la beauté allait croissant. Monsieur de Charlus avait beau prendre un air détaché, baisser distraitement les paupières, par moments il les relevait et jetait alors sur Jupien un regard attentif. Mais sans doute parce qu'il pensait qu'une pareille chose ne pouvait se prolonger indéfiniment dans cet endroit, soit pour des raisons qu'on comprendra plus tard, soit enfin par ce sentiment de la brièveté de toute chose qui fait qu'on veut que chaque coup porte juste et qui rend si émouvant le spectacle de tout amour. Chaque fois que M. de Charlus regardait Jupien, il s'arrangeait pour que son regard fût accompagné d'une parole, ce qui le rendait infiniment dissemblable des regards habituellement dirigés sur une personne qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Il regardait Jupien avec la fixité particulière de quelqu'un qui va vous dire « Pardonnez-moi mon indiscrétion, mais vous avez un long fil blanc qui pend dans votre dos. » Ou bien « Je ne dois pas me tromper, vous devez être aussi de Zurich. Il me semble bien vous avoir rencontré souvent chez le marchand d'antiquités. » Tel, toutes les 2 minutes. La même question semblait intensément posée à Jupien, dans l'œillade de M. de Charlus, comme ces phrases interrogatives de Beethoven, répétées indéfiniment, à intervalles égaux, et destinées, avec un luxe exagéré de préparation, à amener un nouveau motif, un changement de ton, une rentrée. Mais justement, la beauté des regards de M. de Charlus et de Jupien venait au contraire de ce que, provisoirement du moins, ces regards ne semblaient pas avoir pour but de conduire à quelque chose. Cette beauté, c'était la première fois que je voyais le baron et Jupien la manifester. Dans les yeux de l'un et de l'autre, c'était le ciel, non pas de Zurich, mais de quelque cité orientale dont je n'avais pas encore deviné le nom, qui venait de se lever. Quel que fût le point qui put retenir M. de Charlus et le gibetier, leur accord semblait conclu, et ces inutiles regards n'être que des préludes rituels, pareils aux fêtes qu'on donne avant un mariage décidé. Plus près de la nature encore, et la multiplicité de ces comparaisons est elle-même d'autant plus naturelle qu'un même homme, si l'on examine pendant quelques minutes, semble successivement un homme oiseau, ou un homme insecte, etc. On eût dit 2 oiseaux, le mâle et la femelle. Le mâle cherchant à s'avancer, la femelle, Jupien, ne répondant plus par aucun signe à ce manège, mais regardant son nouvel ami sans étonnement, avec une fixité inattentive, jugée sans doute plus troublante et seule utile, du moment que le mâle avait fait les premiers pas, et se contentant de lisser ses plumes. Enfin, l'indifférence de Jupien ne parut plus lui suffire. De cette certitude d'avoir conquis à se faire poursuivre et désirer, il n'y avait qu'un pas, et Jupien, se décidant à partir pour son travail, sortit par la porte cochère. Ce ne fut pourtant qu'après avoir retourné 2 ou 3 fois la tête, qu'il s'échappa dans la rue, où le baron,
tremblant de perdre sa piste, sifflotant d'un air fanfaron, non sans crier un au revoir au concierge qui, à demi saoul et traitant des invités dans son arrière-cuisine, ne l'entendit même pas, s'élança vivement pour le rattraper. Au même instant où M. de Charlus avait passé la porte en sifflant comme un gros bourdon, un autre, un vrai celui-là, entrait dans la cour. Qui sait si ce n'était pas celui attendu depuis si longtemps par l'orchidée et qui venait lui apporter le pollen si rare, sans lequel elle resterait vierge? Mais je fus distrait de suivre les ébats de l'insecte, car au bout de quelques minutes, sollicitant davantage mon attention, Jupien, peut-être afin de prendre un paquet qu'il emporta plus tard et que, dans l'émotion qui lui avait causé l'apparition de M. de Charlus, il avait oublié, peut-être tout simplement pour une raison plus naturelle, Jupien revint, suivi par le baron. Celui-ci, décidé à brusquer les choses, demanda du feu au giletier. Mais observa aussitôt, je vous demande du feu, mais je vois que j'ai oublié mes cigares. Les lois de l'hospitalité l'emportèrent sur les règles de la coquetterie. Entrez, on vous donnera tout ce que vous voudrez, dit le giletier, sur la figure de qui le dédain fit place à la joie. La porte de la boutique se referma sur eux, et je ne pus plus rien entendre. J'avais perdu de vue le bourdon. Je ne savais pas s'il était l'insecte qu'il fallait à l'orchidée, mais je ne doutais plus, pour un insecte très rare et une fleur captive, de la possibilité miraculeuse de se conjoindre, alors que M. de Charlus, simple comparaison pour les providentiels hasards, quels qu'ils soient, et sans la moindre prétention scientifique de rapprocher certaines lois de la botanique et ce qu'on appelle parfois fort mal l'homosexualité, qui depuis des années ne venait dans cette maison qu'aux heures où Jupien n'y était pas, par le hasard d'une indisposition de Madame de Villeparisis, avait rencontré le giletier, et avec lui la bonne fortune réservée aux hommes du genre du baron par un de ces êtres qui peuvent même être, on le verra, infiniment plus jeunes que Jupien et plus beaux, l'homme prédestiné, pour que ceux-ci aient leur part de volupté sur cette terre, l'homme qui n'aime que les vieux messieurs. Ce que je viens de dire d'ailleurs ici, et que je ne devais comprendre que quelques minutes plus tard, tant adhère à la réalité ses propriétés d'être invisible, jusqu'à ce qu'une circonstance l'ait dépouillée d'elle. En tout cas, pour le moment, j'étais fort ennuyée de ne plus entendre la conversation de l'ancien giletier et du baron. J'avisais alors la boutique à louer, séparée seulement de celle de Jupien par une cloison extrêmement mince. Je n'avais pour m'y rendre qu'à remonter à notre appartement, aller à la cuisine, descendre l'escalier de service jusqu'aux caves, les suivre intérieurement pendant toute la largeur de la cour et arriver à l'endroit du sous-sol où l'ébéniste, il y a quelques mois encore, serrait ses boiseries, où Jupien comptait mettre son charbon, monter les quelques marches qui accédaient à l'intérieur de la boutique. Ainsi, toute ma route se ferait à couvert. Je ne serais vue de personne. C'était le moyen le plus prudent. Ce ne fut pas celui que j'adoptai. À l'air libre, la cour, en tâchant de ne pas être vue, je le contournai. Si je ne fus pas vue, je pense que je le dois plus au hasard qu'à ma sagesse, et au fait que j'ai pris un parti si imprudent quand le cheminement dans la cave était si sûr. Je vois 3 raisons possibles, à supposer qu'il y en ait une. Mon impatience d'abord, puis peut-être un obscur ressouvenir de la scène de Montjouvin, cachée devant la fenêtre de mademoiselle Vinteuil. De fait, les choses de ce genre auxquelles j'assistais eurent toujours dans la mise en scène le caractère plus imprudent et le moins vraisemblable, comme si de telles révélations ne devaient être la récompense que d'un acte plein de risques, quoiqu'en partie clandestin. Enfin, j'ose à peine, à cause de son caractère d'enfantillage, avouer la 3e raison, qui fut, je crois bien, inconsciemment déterminante. Depuis que, pour suivre et voir se démentir les principes militaires de Saint-Loup, j'avais suivi avec grand détail la guerre des bourgs, j'avais été conduit
à relire d'anciens récits d'exploration, de voyage. Ces récits m'avaient passionné et j'en faisais l'application dans la vie courante pour me donner plus de courage. Quand des crises m'avaient forcé à rester plusieurs jours et plusieurs nuits de suite, non seulement sans dormir, mais sans m'étendre, sans boire et sans manger, au moment où l'épuisement et la souffrance devenaient tels que je pensais n'en sortir jamais, je pensais à tel voyageur jeté sur la grève, empoisonné par des herbes malsaines, grelottant de fièvre dans ses vêtements trempés par l'eau de la mer, qui pourtant se sentait mieux au bout de 2 jours, reprenait au hasard sa route, à la recherche d'habitants quelconques, qui seraient peut-être des anthropophages. Leur exemple me tonifiait, me rendait l'espoir, et j'avais honte d'avoir eu un moment de découragement. Pensembourg qui, ayant en face d'eux des armées anglaises, ne craignant pas de s'exposer au moment où il fallait traverser, avant de retrouver un fourré des parties de race campagne, il ferait beau voir, pensais-je, que je fusse plus pusillanime, quand le théâtre d'opération est simplement notre propre cour, et quand moi, qui me suis battu plusieurs fois en duel, sans aucune crainte, au moment de l'affaire Dreyfus, le seul fer que j'ai à craindre est celui du regard des voisins, qui ont autre chose à faire qu'à regarder dans la cour. Mais quand je fus dans la boutique, évitant de faire craquer le moins du monde le plancher, en me rendant compte que le moindre craquement dans la boutique de Jupien s'entendait de la mienne, je songeais combien Jupien et Monsieur de Charlus avaient été imprudents, et combien la chance les avait servis. Je n'osais bouger. Le palefrenier des Guermantes, profitant sans doute de leur absence, avait bien transféré dans la boutique où je me trouvais une échelle serrée jusque-là dans la remise. Et si j'y étais montée, j'aurais pu ouvrir le vasistas et entendre comme si j'avais été chez Jupien même. Mais je craignais de faire du bruit. Du reste, c'était inutile. Je n'eus même pas à regretter de n'être arrivé qu'au bout de quelques minutes dans ma boutique. Car d'après ce que j'entendis les premiers temps dans celle de Jupien, et qui ne furent que des sons inarticulés, je suppose que peu de paroles furent prononcées. Il est vrai que ces sons étaient si violents que s'ils n'avaient pas été toujours repris un octave plus haut par une plainte parallèle, j'aurais pu croire qu'une personne en égorgeait une autre à côté de moi, et qu'ensuite le meurtrier et sa victime, ressuscités, prenaient un bain pour effacer les traces du crime. J'en conclus plus tard qu'il y a une chose aussi bruyante que la souffrance, c'est le plaisir, surtout quand s'y ajoute, à défaut la peur d'avoir des enfants, ce qui ne pouvait être le cas ici, malgré l'exemple peu probant de la légende dorée, des soucis immédiats de propreté. Enfin, au bout d'une demi-heure environ, pendant laquelle je m'étais hissée à pas de loup sur mon échelle afin de voir par le vasistas que je n'ouvris pas, une conversation s'engagea. Jupien refusait avec force l'argent que M. de Charlus voulait lui donner. Au bout d'une demi-heure, M. de Charlus ressortit. « Pourquoi avez-vous votre menton rasé comme cela ?» dit-il au baron d'un ton de câlinerie. « C'est si beau, une belle barbe. »« Fils, c'est dégoûtant, » répondit le baron. Cependant, il s'attardait encore sur le pas de la porte et demandait à Jupien des renseignements sur le quartier. « Vous ne savez rien sur le marchand de marrons du coin ? Pas à gauche, c'est une horreur, mais du côté père, un grand gaillard, tout noir. Et le pharmacien d'en face, il a un cycliste très gentil qui porte des médicaments. » Ces questions froissèrent sans doute Jupien, car se redressant avec le dépit d'une grande coquette trahie, il répondit « Je vois que vous avez un cœur d'artichaut », proféré d'un ton douloureux, glacial et maniéré. Ce reproche fut sans doute sensible à M. de Charlus,
qui, pour effacer la mauvaise impression que sa curiosité avait produite, adressa à Jupien, trop bas pour que je distinguasse bien les mots, une prière qui nécessiterait sans doute qu'ils prolongeassent leur séjour dans la boutique et qui toucha assez le giletier pour effacer sa souffrance, car il considéra la figure du baron, grasse et congestionnée sous les cheveux gris, de l'air noyé de bonheur de quelqu'un dont on vient de flatter profondément l'amour-propre, et se décidant à accorder à M. de Charlus ce que celui-ci venait de lui demander, Jupien, après des remarques dépourvues de distinction telles que « Vous en avez un gros pétard », dit au baron d'un air souriant, ému, supérieur et reconnaissant. « Oui, va, grand gosse. » Si je reviens sur la question du conducteur du tramway, reprit M. de Charlus avec ténacité, c'est qu'en dehors de tout, cela pourrait présenter quelque intérêt pour le retour. Il m'arrive, en effet, comme le calife qui parcourait Bagdad, pris pour un simple marchand, de condescendre à suivre quelques curieuses petites personnes dont la silhouette m'aura amusé. Je fis ici la même remarque que j'avais faite sur Bergotte. S'il avait jamais à répondre devant un tribunal, il oserait, non de phrases propres à convaincre les juges, mais de ces phrases bergottesques que son tempérament littéraire particulier lui suggérait naturellement et lui faisait trouver plaisir à employer. Pareillement, M. de Charlus se servait avec le giletier du même langage qu'il eût fait avec des gens du monde de sa coterie, exagérant même ses tics, soit que la timidité contre laquelle il s'efforçait de lutter le poussa à un excessif orgueil, soit que, l'empêchant de se dominer, car on n'est plus troublé devant quelqu'un qui n'est pas de votre milieu, elle le força de dévoiler, de mettre à nu sa nature, laquelle était en effet orgueilleuse et un peu folle, comme disait Madame de Guermantes. Pour ne pas perdre sa piste, continua-t-il, je saute comme un petit professeur, comme un jeune et beau médecin, dans le même tramway que la petite personne dont nous ne parlons au féminin que pour suivre la règle, comme on dit en parlant d'un prince, est-ce que son Altesse est bien portante. Si elle change de tramway, je prends, avec peut-être les microbes de la peste, la chose incroyable appelée correspondance, un numéro, et qui, bien qu'on le remette à moi, n'est pas toujours le numéro 1. Je change aussi jusqu'à 3 à 4 fois de voiture. Je m'échoue parfois à 11 heures du soir à la gare d'Orléans et il faut revenir. Si encore ce n'était que de la gare d'Orléans. Mais une fois, par exemple, n'ayant pu entamer la conversation avant, je suis allée jusqu'à Orléans même, dans un de ces affreux wagons où on a comme vue, entre des triangles d'ouvrages dits filets, la photographie des principaux chefs-d'œuvre d'architecture du réseau. Il n'y avait qu'une place de libre. J'avais en face de moi, comme monument historique, une vue de la cathédrale d'Orléans, qui est la plus laide de France et aussi fatigante à regarder, ainsi malgré moi que si on m'avait forcé d'en fixer les tours dans la boule de verre de ces porte-plumes optiques qui donnent des ophtalmies. Je descendis aux Aubrais en même temps que ma jeune personne, qu'hélas, sa famille, alors que je lui soupçonnais tous les défauts, excepté celui d'avoir une famille, attendait sur le quai. Je n'eus pour consolation, en attendant le train qui me ramènerait à Paris, que la maison de Diane de Poitiers. Elle a eu beau charmer un de mes ancêtres royaux, j'aurais préféré une beauté plus vivante. C'est pour cela, pour remédier à l'ennui de ces retours seuls, que j'aimerais assez connaître un garçon des wagons-lits, un conducteur d'omnibus. Du reste, ne soyez pas choqués, conclut le baron. Tout cela est une question de genre. Pour les jeunes gens du monde, par exemple, je ne désire aucune possession physique. Mais je ne suis tranquille qu'une fois que je les ai touchés, je ne veux pas dire matériellement, mais toucher leur corde sensible. Une fois qu'au lieu de laisser mes lettres sans réponse, un jeune homme ne cesse plus de m'écrire, qu'il est à ma disposition morale, je suis apaisée, ou du moins je le saurais si je n'étais bientôt saisie par le souci d'un autre. C'est assez curieux, n'est-ce pas? À propos de jeunes gens du monde, parmi ceux qui viennent ici, vous n'en connaissez pas? Non, mon bébé. Ah si, un brun, très grand à monocle, qui rit toujours et se retourne.
Je ne vois pas qui vous voulez dire. » Jupien compléta le portrait. Monsieur de Charlus ne pouvait arriver à trouver de qui il s'agissait parce qu'il ignorait que l'ancien giletier était une de ces personnes, plus nombreuses qu'on ne croit, qui ne se rappellent pas la couleur des cheveux des gens qu'ils connaissent peu. Mais pour moi, qui savais cette infirmité de Jupien et qui remplaçait brun par blond, le portrait me parut se rapporter exactement au duc de Châtellerault. Pour revenir aux jeunes gens qui ne sont pas du peuple, reprit le baron, en ce moment j'ai la tête tournée par un étrange petit bonhomme, un intelligent petit bourgeois, qui montre à mon égard une incivilité prodigieuse. Il n'a aucunement la notion du prodigieux personnage que je suis et du microscopique vibrion qu'il figure. Après tout, qu'importe. Ce petit âne peut braire autant qu'il lui plaît devant ma robe auguste d'évêque. « Évêque !» s'écria Jupien, qui n'avait rien compris des dernières phrases que venait de prononcer M. de Charlus, mais que le mot « d'évêque » stupéfia. « Mais cela ne va guère avec la religion, dit-il. »« J'ai 3 papes dans ma famille, » répondit M. de Charlus, « et le droit de draper en rouge à cause d'un titre cardinalice la nièce du cardinal, mon grand-oncle ayant apporté à mon grand-père le titre de duc qui fut substitué. » Je vois que les métaphores vous laissent sourds et l'histoire de France indifférent. Du reste, ajouta-t-il, peut-être moins en manière de conclusion que d'avertissement, cet attrait qu'exercent sur moi les jeunes personnes qui me fuient, par crainte, bien entendu, car seul leur respect leur ferme la bouche pour me crier qu'elles m'aiment, requiert-il d'elles un rang social éminent. Encore, leur feinte indifférence peut-elle produire, malgré cela, l'effet directement contraire, sottement prolongé, elle m'écœure. Pour prendre un exemple dans une classe qui vous sera plus familière, quand on répara mon hôtel pour ne pas faire de jalouse entre toutes les duchesses qui se disputaient l'honneur de pouvoir me dire qu'elles m'avaient logé, j'allais passer quelques jours à l'hôtel, comme on dit. Un des garçons d'étage m'était connu, je lui désignais un curieux petit chasseur qui fermait les portières et qui resta réfractaire à mes propositions. À la fin, exaspéré, pour lui prouver que mes intentions étaient pures, je lui fis offrir une somme ridiculement élevée pour monter seulement me parler 5 minutes dans ma chambre. Je l'attendis inutilement. Je le pris alors en tel dégoût que je sortais par la porte de service pour ne pas apercevoir la frimousse de ce vilain petit drôle. J'ai su depuis qu'il n'avait jamais eu aucune de mes lettres, qui avaient été interceptées. La première par le garçon d'étage, qui était envieux. La seconde par le concierge de jour, qui était vertueux. La troisième par le concierge de nuit, qui aimait le jeune chasseur et couchait avec lui à l'heure où Diane se levait. Mais mon dégoût n'en a pas moins persisté. Et m'apporterait-on le chasseur comme un simple gibier de chasse sur un plat d'argent, je le repousserais avec un vomissement. Mais voilà, le malheur. Nous avons parlé de choses sérieuses, et maintenant c'est fini entre nous pour ce que j'espérais. Mais vous pourriez me rendre de grands services, vous entremettre, et puis non. Rien que cette idée me rend quelque gaillardise, et je sens que rien n'est fini. Dès le début de cette scène, une révolution pour mes yeux dessillés s'était opérée en M. de Charlus, aussi complète, aussi immédiate que s'il avait été touché par une baguette magique. Jusque-là, parce que je n'avais pas compris, je n'avais pas vu. Le vice, on parle ainsi pour la commodité du langage. Le vice de chacun l'accompagne à la façon de ce génie qui était invisible pour les hommes tant qu'ils ignoraient sa présence. La bonté, la fourberie, le nom, les relations mondaines ne se laissent pas découvrir et on les porte cachés. Ulysse lui-même ne reconnaissait pas d'abord Athénée. Mais les dieux sont immédiatement perceptibles aux dieux.
Le semblable, aussi vite au semblable. Ainsi encore l'avait été M. de Charlus à Jupien. Jusqu'ici, je m'étais trouvé en face de M. de Charlus, de la même façon qu'un homme distrait, lequel, devant une femme enceinte dont il n'a pas remarqué la taille alourdie, s'obstine, tant qu'elle lui répète en souriant « Oui, je suis un peu fatigué en ce moment », à lui demander indiscrètement « Qu'avez-vous donc ?» Mais que quelqu'un lui dise « Elle est grosse », soudain il aperçoit le ventre et ne verra plus que lui. C'est la raison qui lui ouvre les yeux. Une erreur dissipée nous donne un sens de plus. Les personnes qui n'aiment pas se reporter comme exemple de cette loi aux messieurs de Charlus de leur connaissance, que pendant bien longtemps elles n'avaient pas soupçonné, jusqu'au jour où, sur la surface unie de l'individu pareil aux autres, sont venus apparaître, tracés en une encre jusque-là invisible, les caractères qui composent le mot cher aux anciens Grecs, n'ont pu se persuader que le monde qui les entoure leur apparaît d'abord nu, dépouillé de 1000 ornements qu'il offre à de plus instruits, qu'à se souvenir combien de fois dans la vie il leur est arrivé d'être sur le point de commettre une gaffe. Rien, sur le visage privé de caractère de tel ou tel homme, ne pouvait leur faire supposer qu'il était précisément le frère ou le fiancé ou l'amant d'une femme dont elles allaient dire « Quel chameau !» Mais alors, par bonheur, un mot que leur chuchote un voisin arrête sur leurs lèvres le terme fatal. Aussitôt apparaissent comme un manne, tassel, phare ces mots qui il est le fiancé ou il est le frère ou il est l'amant de la femme qu'il ne convient pas d'appeler devant lui chameau. Et cette seule notion nouvelle entraînera tout un regroupement, le retrait ou l'avance de la fraction des notions désormais complétées qu'on possédait sur le reste de la famille. En M. de Charlus, un autre traître avait beau s'accoupler qui le différenciait des autres hommes, comme dans le centaure le cheval, cet être avait beau faire corps avec le baron, je ne l'avais jamais aperçu. Maintenant, l'abstrait s'était matérialisé. L'être enfin compris avait aussitôt perdu son pouvoir de rester invisible. Et la transmutation de M. de Charlus en une personne nouvelle était si complète que non seulement les contrastes de son visage, de sa voix, mais rétrospectivement les hauts et les bas eux-mêmes de ses relations avec moi, tout ce qui avait paru jusque-là incohérent à mon esprit devenait intelligible, se montrait évident, comme une phrase n'offrant aucun sens tant qu'elle reste décomposée en lettres disposées au hasard, exprime, si les caractères se trouvant replacés dans l'ordre qu'il faut, une pensée que l'on ne pourra plus oublier. De plus, je comprenais maintenant pourquoi, tout à l'heure, quand je l'avais vu sortir de chez Madame de Villeparisis, j'avais pu trouver que M. de Charlus avait l'air d'une femme. C'en était une. Il appartenait à la race de ces êtres moins contradictoires qu'ils n'en ont l'air, dont l'idéal est viril justement parce que leur tempérament est féminin, et qui sont dans la vie pareils en apparence seulement aux autres hommes, là où chacun porte inscrite en ses yeux, à travers lesquels il voit toute chose dans l'univers, une silhouette installée dans la facette de la prunelle. Pour eux, ce n'est pas celle d'une nymphe, mais celle d'un éphèbe, race sur qui pèse une malédiction et qui doit vivre dans le mensonge et le parjure, puisqu'elle s'est tenue pour punissable et honteux, pour inavouable son désir, ce qui fait pour toute créature la plus grande douceur de vivre, qui doit renier son Dieu, puisque, même chrétiens, quand à la barre du tribunal ils comparaissent comme accusés, il leur faut devant le Christ et en son nom se défendre comme d'une calomnie de ce qui est leur vie même. Fils sans mère, à laquelle ils sont obligés de mentir toute la vie et même à l'heure de lui fermer les yeux. Amitié sans amitié, malgré toutes celles que leur charme fréquemment reconnu inspire et que leur cœur souvent bon ressentirait. Mais peut-on appeler amitié ces relations qui ne végètent qu'à la faveur d'un mensonge et d'où le premier élan de confiance et de sincérité qu'ils seraient tentés d'avoir les ferait rejeter avec dégoût?
à moins qu'il n'ait affaire à un esprit impartial, voire sympathique, mais qui alors, égaré à leur endroit par une psychologie de convention, ferait découler du vice confessé l'affection même qui lui est la plus étrangère. De même que certains juges supposent et excusent plus facilement l'assassinat chez les invertis et la trahison chez les juifs pour des raisons tirées du péché originel et de la fatalité de la race. Enfin, du moins selon la première théorie que j'en esquissais alors, qu'on verra se modifier par la suite, et en laquelle cela les eut par-dessus tout fâchés, si cette contradiction n'avait été dérobée à leurs yeux par l'illusion même que les faisait voir et vivre, amants, à qui est presque fermée la possibilité de cet amour, dont l'espérance leur donne la force de supporter tant de risques et de solitude, puisqu'ils sont justement épris d'un homme qui n'aurait rien d'une femme, d'un homme qui ne serait pas inverti et qui, par conséquent, ne peut les aimer. De sorte que leur désir ne serait jamais inassouvissables, si l'argent ne leur livrait de vrais hommes, si l'imagination ne finissait par leur faire prendre pour de vrais hommes les invertis, à qui ils se sont prostitués, sans honneur que précaire, sans liberté que provisoire, jusqu'à la découverte du crime, sans situation qu'instable, comme pour le poète, la veille fêtée dans tous les salons, applaudi dans tous les théâtres de Londres, chassé le lendemain de tous les garnis sans pouvoir trouver un oreiller pour reposer sa tête, tournant la meule comme Samson et disant comme lui, les deux sexes mourront chacun de son côté. Exclus même, hors les jours de grande infortune, où le plus grand nombre se rallie autour de la victime, comme les Juifs autour de Dreyfus, de la sympathie, parfois de la société de leurs semblables, auxquels ils donnent le dégoût de voir ce qu'ils sont, dépeints dans un miroir qui ne les flattant plus, accusent toutes les tares qu'ils n'avaient pas voulu remarquer chez eux-mêmes, et qui leur fait comprendre que ce qu'ils appelaient leur amour, et à qui, en jouant sur le mot, ils avaient par sens social annexé tout ce que la poésie, la peinture, la musique, la chevalerie, l'ascétisme ont pu ajouter à leur amour, découle non d'un idéal de beauté qu'ils ont élu, mais d'une maladie inguérissable, comme les Juifs encore, sauf quelques-uns qui ne veulent fréquenter que leur race, ont toujours à la bouche les mots rituels et les plaisanteries consacrées, se fuyant les uns les autres, recherchant ceux qui leur sont les plus opposés, qui ne veulent pas d'eux, pardonnant leur rebuffade, s'enivrant de leur complaisance, mais aussi rassemblés à leurs pareils par l'ostracisme qui les frappe, l'opprobre où ils sont tombés, ayant fini par prendre par une persécution semblable à celle d'Israël les caractères physiques et moraux d'une race, parfois beaux, souvent affreux, trouvant malgré toutes les moqueries dont celui-ci qui, plus mêlé, mieux assimilé à la race adverse, et relativement en apparence le moins inverti, accable qu'il ait demeuré davantage, une détente dans la fréquentation de leurs semblables, et même un appui dans leur existence, si bien que tout en niant qu'ils soient une race dont le nom est la plus grande injure, ceux qui parviennent à cacher qu'ils en sont, ils les démasquent volontiers, moins pour leur nuire, ce qu'ils ne détestent pas, que pour s'excuser, et allant chercher comme un médecin l'appendicite, l'inversion jusque dans l'histoire, ayant plaisir à rappeler que Socrate était l'un d'eux, comme les Israélites disent de Jésus, sans songer qu'il n'y avait pas d'anormaux quand l'homosexualité était la norme, pas d'antichrétiens, avant le Christ, que l'opprobre seul fait le crime, parce qu'il n'a laissé subsister que ceux qui étaient réfractaires à toute prédication, à tout exemple, à tout châtiment, en vertu d'une disposition innée tellement spéciale qu'elle répugne plus aux autres hommes, encore qu'elle puisse s'accompagner de hautes qualités morales, que de certains vices qui y contredisent comme le vol, la cruauté, la mauvaise foi, mieux compris, donc plus excusés du commun des hommes,
formant une franc-maçonnerie bien plus étendue, plus efficace et moins soupçonnée que celle des loges, car elle repose sur une identité de goût, de besoin, d'habitude, de danger, d'apprentissage, de savoir, de trafic, de glossaire, et dans laquelle les membres mêmes qui souhaitent de ne pas se connaître aussitôt se reconnaissent à des signes naturels ou de conventions, involontaires ou voulues, qui signalent un de ses semblables au mendiant, dans le grand seigneur à qui il ferme la portière de sa voiture, au père, dans la fiancée de sa fille, à celui qui avait voulu se guérir, se confesser, qui avait à se défendre dans le médecin, dans le prêtre, dans l'avocat qu'il est allé trouver, tous obligés à protéger leur secret, mais ayant leur part d'un secret des autres, que le reste de l'humanité ne soupçonne pas, et qui fait qu'à eux, les romans d'aventure les plus invraisemblables semblent vrais, car dans cette vie romanesque, anachronique, l'ambassadeur est ami du forçat. Le prince, avec une certaine liberté d'allure que donne l'éducation aristocratique, et qu'un petit bourgeois tremblant n'aurait pas en sortant de chez la duchesse, s'en va conférer avec l'apache. Partie éprouvée de la collectivité humaine, mais partie importante, soupçonnée, là où elle n'est pas étalée, insolente, impunie, là où elle n'est pas devinée, comptant des adhérents partout, dans le peuple, dans l'armée, dans le temple, au bagne, sur le trône, vivant enfin du moins un grand nombre dans l'intimité caressante et dangereuse, avec des hommes de l'autre race, les provoquant, jouant avec eux, à parler de son vice comme s'il n'était pas le sien, jeu qui est rendu facile par l'aveuglement ou la fausseté des autres, jeu qui peut se prolonger des années jusqu'au jour où peut se prolonger des années jusqu'au jour du scandale, où ses dompteurs sont dévorés, jusque-là obligés de cacher leurs vices, de détourner leurs regards, d'où ils voudraient se fixer, de les fixer sur ce dont ils voudraient se détourner, de changer le genre de bien des adjectifs dans leur vocabulaire, contrainte sociale, légère, auprès de la contrainte inférieure que leur vice, ou ce qu'on appelle, ou ce que l'on nomme improprement ainsi, leur impose non plus à l'égard des autres, mais d'eux-mêmes, et de façon qu'à eux-mêmes, ils ne paraissent pas un vice, mais certains plus pratiques, plus pressés, qui n'ont pas le temps d'aller faire leur marché et de renoncer à la simplification de la vie et à ce gain de temps qui peut résulter à leur coopération, se sont fait deux sociétés, dont la seconde est composée exclusivement d'êtres pareils à eux. Cela frappe chez ceux qui sont pauvres et venus de la province, sans relation, sans rien que l'ambition d'être un jour médecin ou avocat célèbre, ayant un esprit encore vide d'opinion, un corps dénué de manières, et qu'ils comptent rapidement orner, comme ils achèteraient pour leur petite chambre du quartier latin des meubles d'après ce qu'ils remarqueraient et calqueraient chez ceux qui sont déjà arrivés dans la profession utile et sérieuse où ils souhaitent de s'encadrer et devenir illustres. Chez ceux-là, le goût spécial, hérité à leur insu, comme des dispositions pour le dessin, pour la musique, est peut-être à la vérité la seule originalité vivace, despotique, et qui, tel soir, les force à manquer telle réunion utile à leur carrière, avec des gens dont, pour le reste, ils adoptent les façons de parler, de penser, de s'habiller, de se coiffer. Dans leur quartier, où ils ne fréquentent sans cela que des condisciples, des maîtres ou quelques compatriotes arrivés et protecteurs, ils ont vite découvert d'autres jeunes gens que le même goût particulier rapproche d'eux, comme dans une petite ville se lient le professeur de seconde et le notaire qui aiment tous les deux la musique de chambre, les ivoires du Moyen-Âge, appliquant à l'objet de leur distraction le même instinct utilitaire, le même esprit professionnel, qui les guide dans leur carrière. Ils les retrouvent à des séances où nul profane n'est admis, pas plus qu'à celles qui réunissent les amateurs de vieilles tabatières, d'estampes japonaises, de fleurs rares, et où, à cause du plaisir de s'instruire, de l'utilité des échanges et de la crainte des compétitions, règne à la fois, comme une bourse au timbre, l'entente étroite des spécialistes et la féroce rivalité des collectionneurs. Personne d'ailleurs, dans le café où ils ont leur table, ne sait quelle est cette réunion,
si c'est celle d'une société de pêche, des secrétaires de rédaction ou des enfants de l'Indre, tant leur tenue est correcte, leur air réservé et froid, et tant ils n'osent regarder qu'à la dérobée les jeunes gens à la mode, les jeunes lions qui, à quelques mètres plus loin, font grand bruit de leurs maîtresses et parmi lesquels ceux qui les admirent sans oser lever les yeux apprendront seulement 20 ans plus tard, quand les uns seront à la veille d'entrer dans une académie et les autres de vieux hommes de cercle, que le plus séduisant, maintenant un gros et grisonnant Charlus, était en réalité pareil à eux, mais ailleurs, dans un autre monde, sous d'autres symboles extérieurs, avec des signes étrangers, dont la différence les a induits en erreur. Mais les groupements sont plus ou moins avancés. Et comme l'Union des gauches diffère de la Fédération socialiste, et telle société de musique mendelssohnienne de la Schola Cantorum, certains soirs, à une autre table, il y a des extrémistes qui laissent passer un bracelet sous leur manchette, parfois un collier dans l'évasement de leur col, forcent, par leurs regards insistants, leurs gloussements, leurs rires, leurs caresses entre eux, une bande de collégiens à s'enfuir au plus vite, et sont servis avec une politesse sous laquelle couve l'indignation par un garçon qui, comme les soirs où il sert les Dreyfusards, aurait plaisir à aller chercher la police s'il n'avait pas avantage à empocher les pourboires.